Chers auditeurs, nous sommes vendredi le 23 janvier. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors ce matin, nous allons parler de l'enquête publique du coroner Luc Malouin sur le décès de Alain Magloire. Et je vous rappelle que malgré la vie d'itinérant de ce dernier, ce dernier est le fils d'un ancien ministre de la Justice de Haïti. Alors, il s'agit de M. René Magloire. Une enquête publique concernant la mort de son fils abattu par un policier de la SPVM le 3 février de l'an dernier n'a pas pris beaucoup de temps pour être annoncée officiellement par tous les médias à travers le Québec. Et pourtant, sont justement plusieurs ceux qui sont morts entre les mains des agents de la SPVM sans qu'une personne influente pèse son poids pour bénéficier d'une telle décision. Farshad Mohammadi, comme plusieurs d'autres, il est mort dans des circonstances encore plus douteuses, mais malheureusement, personne de la famille politique ou presque a pu prononcer le mot enquête publique ou révision d'enquête. Pour Freddy Villanueva, la balle meurtrière qu'il avait tuée avait en même temps blessé la totalité, je dis bien la totalité des résidents du quartier Saint-Michel qui se sont révoltés et une enquête publique a été mise sur pied, non pas pour rendre justice à la victime, mais plutôt pour apaiser les esprits un peu trop enflammés et éviter un débordement de lourdes conséquences. Ceci pour dire, afin de déclencher une enquête publique au Québec, il faut s'appuyer sur une personnalité influente ou un public sensibilisé qui se révolte en signe de refus. Alors sinon, l'oubli demeure le maître de la situation. Alors dans cette émission, nous allons tenter, je dis bien tenter, de parler aussi de Jean-Pierre Lizotte, un autre itinérant qui est mort suite à des blessures graves causées par des agents de la SPVM. Cette histoire remonte à 1999, mais le mouvement Action Justice vient de recevoir cette semaine un jugement de la Cour supérieure qui maintient une décision prise par la déontologie policière. Pour faire une brève histoire, les deux policiers impliqués dans la mort de M. Lizotte ont écopé de 25 jours sans solde, alors qu'ils n'étaient pas contents de la décision. Alors en compagnie de la fraternité policière, et en profitant du fonds public, ils sont allés en croisade pour enlever justement cette sanction. Mais ce qu'il faut surtout retenir dans cette histoire, c'est que la vie des personnes diminuées ne vaut pas grand-chose ici au Québec. Et la peine de 25 jours sans solde pour un policier fautif sur toute la ligne et qui a causé justement la mort d'un homme injustement vaut 15 ans de bataille devant les tribunaux et des sommes colossales gaspillées du fonds public pour lui épargner une telle décision. Alors je sais que c'est ridicule, mieux dire, je n'ai pas de mots tout simplement pour décrire cette injustice. Alors tout le monde est d'accord sur le fait que pour obtenir justice au Québec, il faut avoir de l'argent et beaucoup d'argent, ou bien une personnalité influente et encore mieux un public conscient et sensible à la gravité de l'injustice. Sinon, chères auditrices, chers auditeurs, vous serez traînés dans la boue et votre nom sera effacé comme s'il n'a jamais existé. Alors pour la mort de ces diminués dans notre société, j'ai invité ce matin M. Bernard Saint-Jacques du RAPSIM, donc un réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Il va nous parler de la décision du DCPC, directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a décidé de ne pas porter d'accusation contre le policier impliqué dans la mort de M. Alain Magloire et nous dire un peu sur cette enquête publique. J'ai également sur le plateau Monsieur Pierre Castonguay de l'Endroit de Laval, un organisme qui vient en aide aux personnes visées qui sont prises par des problèmes de santé mentale. Monsieur Castonguay est une personne de terrain. Il nous répondra à la question est-ce que la vie de Monsieur Magloire a pu être épargnée lors de cet incident tragique le 3 février 2014. Nous avons aussi souhaité également la présence du COBP, le collectif opposé à la brutalité policière. Cet organisme est familier avec le policier impliqué dans la mort de M. Magloire. Je dis bien selon leur témoignage, Mathieu Brassard, matricule 6070, cet agent de la SPVM, n'est pas un enfant du cœur. L'agressivité fait partie de sa description. Bref, nous allons probablement avoir l'occasion de les inviter une autre fois. Et finalement, pour l'histoire de M. Jean-Pierre Lizotte, j'ai mon collègue Ernest qui va vous en parler. Une histoire assez intéressante où la fiction de l'injustice frôle émerveillement le réel
au Québec. Chères auditrices, chers auditeurs, demeurez à l'écoute. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni. Après notre thème musical, nous revenons à notre sujet avec nos invités de ce matin et nous poserons la question. Peut-être, je dis bien peut-être, la question indirectement, derrière la mort de ces personnes diminuées, y a-t-il une injustice qui nous oblige tous, dans une seule voix, de dire non? Alors, rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, directement, merci, Monsieur Saint-Jacques Bernard, d'avoir accepté notre invitation de ce matin. La question première, j'aimerais bien d'abord vous la poser. Quelle est votre réaction chaque fois que vous apprenez qu'un itinérant vient d'être abattu par les forces policières? La première question qui nous vient à l'esprit, je me rappelle en 2010, en juin, quand Mario Hamel est tombé sous les balles des policiers sur la rue, au coin des rues Saint-Denis et René Lévesque, je me rappelle la réaction du public de façon générale, d'un sentiment d'impunité à l'égard de la police. Et là, je parle pas de personnes de gauche, ou je parle pas de personnes de notre milieu spécifique, mais c'était quelque chose qui était beaucoup plus grave. Et c'est là que ça a pris une tension si forte que ça, qu'il y a eu une situation de remise en question carrément des pratiques policières à l'égard des mécanismes d'enquête. Ça, c'est votre réaction première, là. Ben, c'est ce qu'on peut voir. Et là, OK, on n'a pas encore un mécanisme d'enquête qui a été complètement peaufiné et mis en place, mais c'est sûr que l'effet que ça a eu dans le public, ça a eu déjà on a dû regarder la façon dont on regardait, on encadrait ces mécanismes d'enquête qui s'étirent, qui traînent en longueur, dont on voyait beaucoup plus de difficultés, et d'où le mot impunité ressortait même sur les lignes ouvertes et à différents endroits à ce moment-là. Alain Magloire fait pas nécessairement exception à cette situation-là. C'est un des cas les plus médiatisés en plus. C'est un bon gars, Alain Magloire. C'est un microbiologiste. Il évolue. Donc, on peut le père qui je dirais même qu'il y aurait eu un certain traitement de faveur, ne serait-ce que parce qu'on reconnaît son passé intéressant comparativement, mais donc à d'autres. Le passé et le père aussi, fais attention. Oui. Quand je compare par exemple à Farshad Mohammadi, dont on va pas revoir nécessairement l'inégalité. Il y a dans l'inégalité dans le traitement de prime abord, mais ça change rien aux faits et aux circonstances et tout ça. Et comme le phénomène de l'itinérance, les phénomènes sociaux sont complexes en soi, les situations où se trouve nez à nez une personne en crise, en situation de santé mentale et un policier, il y a aussi toute la complexité de ça. Et là, on en arrive. Et là, on a une surenchère médiatique et de discussion. On la retrouve actuellement avec l'enquête du coroner, notamment quand on regarde toutes les questions qui sont émises. Faut-tu ou pas du taser? Chaque policier un après l'autre. Est-ce qu'il a bien agi? Est-ce qu'il a mal agi? Et tout ça. Je pense qu'il y a quand même lieu de regarder à différents endroits, point par point un peu, qu'est-ce qu'on peut en comprendre de tout ça. M. Saint-Jacques, la question qui suit là, pour le moment, là, c'est dans le cas de M. Alain Magloire, Farshad, Jean-François Nadeau, le premier avait un marteau, le second avait un exacto, le dernier avait, je pense qu'il y avait une fourchette ou bien un couteau de cuisine. Ouais. Pour le SPVM, justement, c'est des menaces qui laissent pas de choix. C'est-à-dire que c'est des cibles qu'il faut éliminer directement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, il y a deux choses. La première des choses, c'est toute la question de l'utilisation des armes intermédiaires versus d'utiliser l'arme à feu automatiquement. Quelle a été la séquence des événements qui permet de dire je me rends jusque-là? L'autre chose, c'est tout le fonctionnement de l'arme à feu, de l'utilisation, de la menace, de l'évaluation de la menace qu'on a devant soi, qui, à mon sens, est à voir. Dans le cadre où on développerait un mécanisme d'enquête qui est beaucoup plus développé, on pourrait aller beaucoup plus loin sur ces aspects-là. L'enquête du coroner est assez vaste actuellement pour le faire. On a vu passer policier par policier. Un a utilisé sa voiture pour essayer de déstabiliser. L'autre, non, mais dans des cas plus spécifiques, on a différents moyens qui ont été employés. Vous parlez des armes intermédiaires, c'est ça? Ben oui, ou l'utilisation. Je n'utiliserai pas le véhicule comme l'arme intermédiaire, mais je regarde les différents moyens qui ont semblé avoir été pris, en tout cas de ce qu'on en dit, à l'égard de M. Magloire pour arriver à cette situation-là, pour en arriver à l'arme à feu. La question qui revient toujours, et j'ai pas la réponse, c'est entre ces armes intermédiaires
policières-là qui ont chacun leur pour et leur contre, et l'utilisation de l'arme à feu, est-ce qu'il y avait un entre-deux à avoir? Et je parle pas d'utiliser le taser, tout ça. Je parle d'une intervention qui aurait pu calmer la personne, qui aurait pu... Est-ce qu'il y a un jeu? Il y avait encore un jeu. Oui. Et c'est toujours là le problème. Et c'est toujours là que se fait le discours qu'on est pour ou qu'on est contre l'intervention policière qui a eu lieu. C'est entre le niveau, justement, de la force, au final, qui va avoir été prise, tout ça. Si on avait blessé M. Magloire, puis qu'il serait arrivé, l'enquête n'aurait pas pris cette ampleur-là, puis on n'aurait pas vu ça. Et ça, c'est sûr que c'est un questionnement qui est là. Et souvent, ce qu'on dit, je veux la solution du moindre mal. Donc, la solution du moindre mal, je vais penser au taser, je vais penser mais non, mais entre ça et je vise les parties, le thorax, ça fait partie. Entre ce degré de sécurité publique-là pour la sécurité du policier et du grand public et le fait que je me retrouve devant une personne en situation de crise, ça, il y a personne qui l'a nié et tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il y a tout le fonctionnement et le rapport de réflexion entre santé, services sociaux versus sécurité publique, où là, il y a un clash monumental. Ouais, mais vous laissez quand même un peu vague, hein, là. Vous répondez, mais un peu trop vague, parce que là... Mais c'est difficile de répondre autrement que vague. Mais si vous voulez, je peux vous en donner une. Le taser est la meilleure solution. Si je vous dis le taser est la meilleure solution, parce que vous allez, dans la plupart des cas, pas tuer la personne. Je peux arriver avec une solution facile de même et arriver à régler la question en disant quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est impossible dans une situation comme ça. Alors, si vous me permettez, je vais vous poser une question, M. Castonguay qui est devant moi. Pour vous, parce que selon le policier Donné Côté, il a foncé avec son véhicule sur la personne, et puis il a projeté par terre et tout. Est-ce que pour vous, là, pensez-vous que ça c'est une manière d'intervenir auprès d'un itinérant, de quelqu'un qui est pris par des problèmes de santé mentale? C'est une approche inadéquate. Si on n'était pas à la radio, je vous dirais que c'est une approche merdique. Oh, je l'ai dit. Le problème, c'est que au Québec, cette problématique-là n'est pas nouvelle. Ça a été prévu dans la loi. Hein, tout le système de garde en établissement pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale a été prévu. Le problème vient que dans la loi, on demande à des gens qui ne sont pas compétents d'être les premières personnes à intervenir pour la garde en établissement, c'est-à-dire les policiers. Au début, quand on a mis sur pied la loi puis qu'on s'est dit, les gens qui sont un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, on a la possibilité de les hospitaliser. Au début, les policiers étaient mal à l'aise. Au début, les policiers ne voulaient pas faire ça. Ils ne se sentaient pas capables d'évaluer qui doit aller en garde en établissement. Alors, on fait le pire du pire dans ces situations-là, c'est-à-dire qu'on confronte la personne qui est en état de crise et on lui donne des ordres alors qu'il faut la réconforter et il faut l'approcher tranquillement. Où sont les travailleurs de rue à ce moment-là? On ne va pas les chercher, évidemment. Où sont les travailleurs sociaux? Où sont les intervenants? Où sont les gens qui connaissent l'individu? Où sont les policiers qui, à l'intérieur même des effectifs, connaissent leur secteur. Ces gens-là ne sont pas là et on est avec des individus qui traitent les personnes qui ont une problématique de santé mentale comme des malfrats, comme des criminels. Et à ce moment-là, ces gens-là sont en réaction de panique. Alors, vous savez, dans un des cas, je me souviens qu'il y a un travailleur de la voirie, je pense, qui a parlé avec et il lui a dit, écoute, là, il va falloir que tu t'embarques. Le gars qui tenait le marteau, c'était qui ça? Alain Magloire. Alain Magloire. Bon. Et il a dit, attention, là, avec les policiers, là, il faut que tu fasses attention avec ton marteau parce que ça pourrait aller mal. Ou en tout cas, il l'a averti. Et à ce moment-là, l'individu, il avait quand même son marteau. Et était quand même en état d'écouter quelqu'un d'autre. Ça, c'était une amorce de début d'intervention qui aurait dû se poursuivre avec des gens qui sont compétents pour le faire. Le mal au Québec là-dessus, dans tous ces dossiers-là, c'est que les policiers n'ont pas la compétence pour évaluer ces situations d'urgence-là et vont tout de suite avec des méthodes coercitives qui sont inefficaces. D'agir rapidement, là. C'est ça. Inefficaces parce que ça provoque l'individu et ça augmente sa tension, son angoisse, son impulsivité. Et si l'individu est désorienté, ça le désoriente encore plus. Monsieur Saint-Jacques, la question elle est pour vous pour le moment là, parce que là ils disent qu'on improvise sur le lieu. Alors le policier qui a foncé sur Monsieur Alain Magloire et a projeté par terre, il disait moi avec ce moyen-là, je voulais essayer de l'éviter la mort. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est ridicule. C'est une réaction à chaud. Je sais qu'on attendait le taser qui devait s'en venir. Oui, c'est ça, ouais. Il y avait quelque chose, mais c'est chose certaine, il y avait 3 policiers qui entouraient la personne et qui lui disaient enlève, et visiblement ne se reculait pas un peu. Il n'y avait pas un intérêt à diminuer la tension qui était là. Je dis pas que les policiers avaient pas de raison d'être énervés à ce moment-là. Là. Il y avait peut-être des raisons de l'être, mais il reste que ce que M. Castonguay dit, c'est intéressant, c'est que même les services de police ont essayé quand même de faire des choses aussi, de développer sur des équipes, par exemple, des spécialités qui ont été développées, sur des équipes d'intervention en situation de crise, mais le cas Magloire est venu montrer que tous ces efforts-là qui ont été déployés depuis des années, là, on parle de l'équipe RIC, qui est en intervention de crise, l'équipe ESUP, équipe de soutien en urgence psychosociale, qui sont des groupes qui interviennent de façon différente. On a mis aussi, certes, plus de tasers en circulation et tout ça. Le cas Magloire est vraiment venu montrer que dans une situation vraiment où on va être de crise, puis tout ça, où justement, il y a peut-être une déconstruction de la situation à faire plutôt qu'une d'accélération des tensions existantes, on a montré que ça n'a pas marché. Et ce que vous donnez comme exemple, on a usé, ça a l'air qu'il y a eu tout qui a été employé, un bâton télescopique, on les a tous utilisés, les armes intermédiaires. Prenons genre un pare-choc d'auto comme une arme intermédiaire. Qu'est-ce que ça c'est de l'improvisation, c'est sûr. Et ça paraissait rien donné pour. Et ça a rien donné. Bon, certains même disent que c'est ce qui a entraîné davantage, qui a accentué la mort, parce qu'on a mis les policiers à cause de ça davantage en état en risque vis-à-vis eux. Donc, on a utilisé l'arme à feu plus vite que si on avait réussi à juste retenir la personne en espérant qu'elle lance pas son marteau ou quoi, jusqu'à temps que, je sais pas, qu'un taser ou que quelqu'un calme la situation, que la personne s'assoie puis ça finisse comme ça. C'est dur à évaluer. Fait que moi, je pense qu'il y a une façon de vous développer, puis c'est ça que les mécanismes d'enquête. Ce qui est intéressant avec l'enquête Perrault actuellement, c'est que c'est une enquête de type public. Les enquêtes du coroner sont rarement publiques, et là, on ouvre la porte à aller voir comment se font les interventions. Là, on est juste dans l'analyse de l'intervention même pas minute, là, seconde par seconde actuellement, de l'interrogatoire. C'est plus, moi, je pense, en mars, que là, va se mélanger la question de comment on mène les enquêtes, de comment on mène les interventions de façon plus générale, les services qui sont donnés autour, c'est quoi la façon de faire, effectivement, justement, peut-être pour calmer les tensions plutôt que de les accentuer. Là, je pense qu'il va y avoir, on va peut-être rentrer dans quelque chose de fond plus intéressant. Oui, la question du taser va se poser, comme est-ce qu'elle est ou pas même un moindre mal. On fera le débat aussi sur cette question-là, mais je pense que ça amène, c'est pas pour rien qu'on a entendu autant parler de cette situation-là, c'est que c'est un cas ça fait plusieurs fois que ça arrive, puis on n'a pas trouvé des solutions. M. Castonguay, dans le cas de M. Magloire, il a même demandé de l'aide avant. Bien sûr. Il n'a jamais reçu de l'aide. Bien sûr, ça fait partie des limites du système. Vous savez, la garde en établissement, là, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Moi, je viens, avant de vous voir, là, je viens de Louis H. Lafontaine, rencontrer quelqu'un qui est en garde en établissement, puis on reparle de la remise en société de cette personne-là. Mais il y a autour de cette personne-là, maintenant, une travailleuse sociale pour s'assurer que la personne va pouvoir se loger, manger, avoir des revenus. Il y a des organisateurs là-dedans. Il y a un psychiatre, il y a une infirmière, il y a des intervenants comme moi, un conseiller en droit. Donc, l'individu est entouré à ce moment-là. Pourquoi, dans une société où on a tout prévu, ces services-là, on s'en sert pas et on pense à s'en servir une fois que les gens sont morts? Ouais, ça, c'est vrai. Mais pour vous, la question que je vous ai posée, je voulais vous poser au départ, est-ce que la vie de M. Magloire, elle a pu être épargnée ou non? Certainement. C'est ça qui Certainement. On a prévu au Québec de faire ça. Il y a des procédures qui se font là-dedans. Il y a des policiers, d'ailleurs, qui ont le talent de le faire. Et il y a des policiers qui sont incompétents, parfaitement incompétents, et qui ne devraient jamais être délégués en situation d'interface de violence potentielle avec un individu qui a une problématique de santé mentale, parce qu'ils sont violents eux-mêmes. Ils ont à contrecarrer leur propre violence de base pour aller intervenir avec un individu, et c'est impossible scientifiquement, ça. On peut pas prendre un individu qui est l'équivalent d'un trouble de personnalité limite, mais qui, lui, est au travail, est un policier, et de lui demander à ce gars-là, OK, d'aller intervenir. Il y a des gens dans la police qui sont justement dans la police parce que c'est l'aventure pour l'aventure. Hey, on attrape les bandits, on se tire, on vit des risques. Et ces gens-là, ce sont les pires à faire intervenir dans ces situations-là parce que ce sont des dangers publics. Mais M. Saint-Jacques, là, moi, ce qui dérange un petit peu, là, parce que la plupart des policiers ils ont témoigné devant le coroner, ils disaient qu'il n'y avait pas de choix. Il fallait
il fallait descendre, il fallait abattre Monsieur Magloire. Alors vous entendiez votre collègue ici devant nous qui dit oui, on a pu épargner la vie de cette victime-là. Oui, mais faut voir deux choses. Je pense qu'il y a le policier qui défend le geste qu'il a posé. Tous les policiers, ils ont soutenu la même version. Des gestes qui sont différents. Mais en fait, même, je dirais, pour une fois, même, on n'a pas autant, ça a déjà été plus, oh boy, même terme. Là, au moins, ils avaient un rôle tout différent qu'ils ont joué dans cette, donc ça peut être un petit peu, différent. Mais, moi aussi, je pense qu'il y aurait eu encore probablement une intervention à faire, puis où elle était, puis c'est M. Castonguay qui l'a dit depuis le début, c'est comment qu'on peut dédramatiser ou comme... on le sait, là, que c'était viens, saute-moi dessus, tire-moi dessus. Tu sais, quand tu dis ça, là, c'est parce que t'attends juste, tu vas être prêt à être encore. Donc, pourquoi t'avances d'un pas en plus, encore, à ce moment-là? Si t'es capable de t'assurer qu'il lance pas son marteau sur quelqu'un autour, ben, pour le reste, OK, comment on décompense, comment qu'on fait la situation? Ça rejoint. Est-ce que c'est une attitude cow-boy de certains policiers? Bon, exactement. Vous parliez de Mathieu Brassard tout à l'heure, qui en est pas à ses premières, je dirais entre guillemets, j'utiliserais le terme entre guillemets, bévues. Mais bon, au-delà de ça, c'est comme l'a dit M. Castonguay, il y a des policiers qui sont pas du tout compétents pour intervenir dans des situations comme ça. Et là, on avait une situation, oui, de crise, avec des policiers qui étaient pas nécessairement compétents pour agir dans ça. Ceci dit, c'est pourquoi le protocole est automatiquement celui que, comme si j'avais un policier, un vieux criminel endurci, habitué à des armes, tout ça, alors que j'ai une personne avec des troubles de santé mentale qui est peut-être violente pour la première fois véritablement, tu sais. Tout à fait. Oui. Pourquoi on fait pas deux poids, deux mesures dans cette question-là? Si justement je l'ai eu tellement longtemps devant moi puis que j'avais à tirer dessus, bon, je dis pas qu'il faudrait tirer dans les jambes, il faudrait pas du tout le tirer, tu sais, mais comment ça on en est... À la rigueur, tirer dans les jambes, pourquoi pas? Je suis d'accord, moi-même. Ben, oui, en tout cas, ça le déstabilise, là, ça, c'est clair. Mais il y a ça. Il y a une omerta et un conservatisme au sein des services policiers sur cette affaire-là, qu'on peut pas revenir sur cette question-là. Même, si on regarde le rapport Perrault sur la mort de Freddy Villanueva, lui-même le nomme. Il dit, le ministère de la Sécurité publique devrait développer un document où il prend véritablement position sur de quelle façon et dans quelles circonstances je dois utiliser mon arme à feu. Et dans quelles circonstances même je dois l'utiliser sur des parties véritablement vitales, tirer sur est-ce qu'on peut pas revoir, il le suggère même de revoir ça, mais ça c'est quelque chose qui appartient au service de police. Une personne par exemple qui tient un couteau devant vous a 200% plus de chances de vous faire mal. Tu sais, c'est des statistiques que les policiers vivent entre eux. Donc, c'est une sécurité qui s'impose. Je dis pas, ils sont bien plus en manque de sécurité qu'on peut l'être comme citoyen de façon générale. Mais dans un cas comme celui-là, là, où on a affaire avec une personne qui n'est pas un criminel endurci qui risque de vous tirer dessus au premier coup, il faut avoir deux poids, deux mesures. Puis c'est là où encore il y a le clash. Hein, il peut y avoir le clash entre des avocats et des intervenants sociaux, mais il peut y avoir le clash entre l'intervention sociale nécessaire et l'intervention policière. Même si c'est deux intervenants qui se retrouvés en première ligne devant ces situations-là. Là, l'affaire, c'est que ça fait quelques années en plus qu'on se retrouve avec des situations très claires de cas comme ça et que ça se termine parce que c'est le problème, c'est toujours poser la question, il fallait combien de personnes qui vont tomber, qui vont mourir pour que les gens se réveillent réellement, que la police se réveille pour réviser sa manière de faire. Hein. Maintenant, par exemple, si je prends l'exemple de M. Mathieu Brassard, la plupart des gens que je parlais avec eux, ils disent si ce personnage-là, c'est ce policier-là, avec ce caractère qu'il avait, ici, avec quelqu'un qui était à sa place, quelqu'un de plus, peut-être plus calme, plus sage, si vous voulez, ça a pu être réglé autrement. Oui, on peut le penser. Oui, ça aurait pu être réglé autrement et ça aurait pu mener à une intervention qui amène la personne à être hospitalisée à ce moment-là. Parce que, vous savez, quand vous avez une personne qui est victime d'un problème de santé mentale, qui tient un arme devant les policiers et qui dit aux policiers « Tire-moi, tue-moi », okay? Ben, on a une personne qui est à la fois vue par les policiers comme un danger pour les autres et vue par nous, les intervenants en santé mentale, un danger pour elle-même. Elle essaie de se faire tuer, donc de se suicider en utilisant les policiers parce qu'elle est découragée. Mais une personne découragée,
Il faut être capable d'encadrer cette situation-là et de la rassurer et de lui montrer qu'on va s'occuper d'elle. Il va y avoir quelque chose au bout du chemin. Elle n'est pas dans un cul-de-sac. On va la sortir du cul-de-sac. Mais c'est sûr que si moi j'ai une arme dans les mains et je vous dis tue-moi et que vous vous approchez dans le périmètre où vous vous mettez en danger d'être tué par moi, ben là, vous venez d'éliminer grandement les possibilités d'intervention autres que de me tirer dessus. Alors, plus les policiers s'approchent et confrontent l'individu plutôt que le rassurer, plus les policiers demandent instamment, en donnant des ordres d'abandonner l'arme c'est sûr qu'à ce moment-là, ça fonctionne pas parce qu'on a un individu qui a un bruit dans sa tête. Qu'est-ce que c'est qu'un bruit? C'est quelque chose qui est une forte émotion. Et là, il n'entend plus ce que les policiers disent. Saint-Jacques, vous préparez un programme. Hein? Je pense que vous avez... ces gens, vous m'avez parlé que vous avez un programme à mettre sur pied. Programme. Pour justement venir à ces gens-là qui sont en itinérance. Qu'entendez-vous par programme? Une pétition, un programme? En fait, non, la Ligue des droits et libertés tient actuellement justement une espèce de une campagne pour que soit mis en place un mécanisme d'enquête indépendant. Ah, vous parlez d'enquête? C'est ça. On a eu deux. D'ailleurs, c'est ça. Ça, c'est une autre aberration. Hein. On continue d'avoir des morts derrière ça. En 2012, un premier gouvernement, parce que dans l'alternance PQ-PLQ, libéral et Parti québécois, il y a eu genre une tentative de mettre en place un mécanisme d'enquête, ce qu'on appelle le bureau des enquêtes indépendantes, pour que la base des enquêtes ne repose plus sur un corps policier qui enquête sur des policiers d'un autre corps policier et tout. Après deux moutures de projet de loi, on a un projet de loi qui a été adopté en mai 2013. Il ne manque qu'un règlement qui va mettre en place le fonctionnement de ce projet de loi puis qui va faire fonctionner ce projet de loi-là au quotidien. Il y a plusieurs imperfections dans ce projet de loi-là, mais on n'a même pas l'occasion, et on n'a pas eu l'occasion de le tester non plus avec M. Magloire parce que le règlement n'est pas mis en place. Donc, les libéraux nous disent on ne fera probablement pas avant la fin de 2015. Mais justement, on a tous les enjeux qui encadreraient les enquêtes, qui encadreraient la façon dont on les mène, dont on remet en question souvent le travail des policiers par des personnes vues du civil et non pas par la simple pure enquête policière, balistique et autres autour de ça. Donc, qui donne une couleur beaucoup plus autre. Donc, c'est tout ça qui manque. Puis cette campagne-là que mène la Ligue des droits, c'est dans le fond, c'est de s'assurer, c'est de mettre pression sur la ministre pour qu'elle mette en place ce règlement-là pour que soit appliquée cette loi-là. Dans le cas de blessures graves et de morts, de situations spécifiques. Monsieur Castonguay. Dans un contexte libéral, vous savez pourquoi ça n'aboutit pas? On a un gouvernement qui est tapissé de médecins. On se pose pas la question. Là, tu tournes à gauche, à droite, tu as un médecin au-dessus de toi, en dessous de toi. Le gouvernement, c'est un gouvernement avec 3 médecins. Et donc, c'est pas des gens qui... C'est pas des gens qui sont ignorants des problématiques de santé mentale, des problématiques de santé, puis des règlements sur les gardes en établissement. Ils savent ça par cœur. Mais le problème où le bas blesse, c'est que les gens qui sont sans-abri, ce sont des gens qui sont désaffiliés sociétalement. Hein. Quand nous, on les prend, les sans-abri, puis on leur redonne un numéro d'assurance sociale, une carte d'assurance maladie ou autre, on est obligé de les rebrancher sur la société. Et des gens désaffiliés, malheureusement, il faut le dire tout crûment, ça vote pas. Il n'y a pas de gain politique à faire. Mais si tous les sans-abri, aussi nombreux ils étaient affiliés sociétalement et en même temps, sur la place publique, leur disaient « Je vote plus pour toi ». C'est sûr qu'à ce moment-là, on réglerait la solution. Et juste pour libérer, M. Saint-Jacques, je sais que vous êtes pressé pour partir. Avez-vous quelque chose à dire aux gens qui vous écoutent ce matin? Moi, je pense qu'il faut regarder vraiment les choses dans leur ensemble, pas aller vers des solutions faciles. Quand, dans le cas d'une personne comme ça meurt, il y a plusieurs questions qui se posent. Justement, tout le regard qu'on pose sur la pauvreté, sur cet acteur non votant, sur la stigmatisation, les préjugés qu'il peut avoir à l'endroit aussi de personnes ayant notamment des troubles de santé mentale. Les services publics, communautaires offerts, sont-ils corrects, sont-ils adéquats, tout ça. L'intervention, un interlocuteur de première ligne qui s'appelle le
police qui intervient avec ces personnes-là. C'est-tu sa place? C'est pas sa place? Probablement pas, ça. De façon générale, ça l'est pas. Mais dans quelles circonstances sinon? Il y a tout ça, puis à chaque fois, on le regarde et on le revoit et on le revoit, puis on arrive avec un nouvel événement. Il y a un niveau de, je pense, de débat et de discussion qu'on va pas assez loin. On en est encore, là, on le voit, là, depuis 2 jours, c'est taser. Malouin va probablement mettre le taser à quelque part dans son rapport. Et c'est là. Et là, ça freine la discussion parce que probablement qu'en mars, quand on va se pencher sur une variante plus macro du problème, on va encore se faire poser à toutes les 3 questions, est-ce que le taser c'est la solution? Donc, plutôt que de faire le tour vraiment de la question. Ouais. Alors, je remercie beaucoup, M. Jacques. On va juste, chers auditrices, chers auditeurs, on va juste faire une pause musicale. On va revenir avec la suite de notre sujet. Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors, maintenant, on va passer peut-être directement avec l'histoire de M. Lizotte, Jean-Pierre Lizotte. Ça remonte quand même, Ernest, ça remonte quand même à 1999, on parle de 15 ans. Hein. Septembre 99, dans la nuit du 4-5 septembre 99. Alors, le Mouvement Action Justice vient de recevoir une décision de la Cour supérieure qui maintient justement la décision de la déontologie policière qui... c'est une saga judiciaire donc qui date de 99. Ouais. On devine qu'il y a eu des rebondissements. Et puis le dernier rebondissement dans cette saga judiciaire qui n'en finit plus date du 7 janvier dernier sous la signature de Pierre Gagnon, juge de la Cour du Québec. Et puis qui essentiellement maintient la décision de sanction vers les policiers qui sont fautifs dans l'affaire Lizotte. Mais on parle de 25 combien? C'est quoi la sanction d'abord? La sanction, c'est 25 jours de suspension sans solde. Alors, explique-nous ce qui est arrivé là. Tu peux te donner un petit tableau, brosser un tableau? Les gens qui ont un certain âge doivent se souvenir de Jean-Pierre Lizotte. Pour ceux qui ne savent pas qui c'était un itinérant, si on veut, un sans domicile fixe qui avait différents démêlés avec la justice. Et puis, le soir de septembre 2005, c'était le long congé de la fête du travail. Alors, il y avait une braderie sur la rue Saint-Laurent, et puis lui était profondément intoxiqué. Complètement intoxiqué. Et puis, c'était l'heure de fermeture des bars. Et puis, donc, il a commencé à faire du grabuge au Chez de Café, notamment, puis à côté, à Pizzeria. Et puis, les flics sont appelés, ils sont intervenus rapidement, puisqu'ils étaient dans le secteur. Alors, ils sont arrivés, puis au lieu de tenter de le maîtriser, comment il s'appelle, Sicotte? Lizotte, oui. Ouais, au lieu de le maîtriser ou quoi que ce soit, Monsieur Lizotte, oui. Il était déjà sous contrainte par le gardien du café, là, le bouncer. Alors, selon la version qui a été rendue au tribunal, les flics, ils ont sonné 5 ou 6 coup de poing en pleine figure. Je vous parle ici d'un témoignage qui a été rendu dans les médias par Jean-Maxime Leroux qui était sur place. Les coups sont causés quoi? Il dit, c'est à ce moment que les agents ont commencé à varger solide à grands coups de poing. Le portier est alors saisi les mains de l'itinérant dans son dos, le temps que les policiers frappent 5 ou 6 coups en pleine figure. Ça a causé? Ils lui ont rompu la colonne vertébrale. Là. Ils ont fait frapper, évidemment, ils ont cassé le nez, ils ont frappé la figure. Il était dans une mare de sang. Ça, encore une fois, selon le témoin qui c'était barbare. Et puis, en plus de ça, selon les versions des faits qui ont été accumulés dans cette histoire-là, les flics auraient même tenté de maquiller la scène du crime. Au lieu de passer directement à l'hôpital, ils seraient passés par le poste de police pour y nettoyer un peu le visage tellement il y avait du sang. My God, oui. Et puis après ça, parce qu'il y a de l'endroit où ils sont intervenus, au Chez de Café, qui est juste au nord de Sherbrooke, vers l'Hôtel Dieu, c'est à côté. Alors qu'ils ont mis plus qu'une demi-heure avant de se rendre. Donc, ils seraient passés par le poste de police pour maquiller la scène du crime, le pauvre individu, avant de le ramener à l'hôpital. Et puis, ils l'ont déplacé sans l'attacher, ce dont ils ont été dans la voiture de police. Là, ils ont l'obligation d'attacher n'importe quel détenu ou prévenu. Il fallait une ambulance qui vient le chercher. Même pas, à la limite, oui. Ouais. Et puis, quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils n'ont même pas mentionné à l'infirmière, à l'urgence, que l'individu venait de manger une raclée de leurs mains. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas informé le personnel, ça a compliqué les soins, et puis toujours est-il que Lizotte... 24 heures, il est mort après cette... Il est décédé le 16 octobre, donc une affaire comme une quarantaine de jours plus tard. Oui, mais resté au coma, attention. Là, il était dans le coma pendant tout ce temps-là, il n'a jamais repris. Après l'incident, c'est ça. Après l'incident, évidemment. Mais la touche qui est intéressante dans cette histoire-là,
c'est que les médias ont ignoré complètement toute cette affaire. La police n'en a pas parlé non plus, jusqu'à ce qu'un conseiller municipal, Marcel Sévigny, a demandé à la Commission de sécurité publique de la Ville de Montréal pourquoi le SPVM avait gardé secrète la mort de Lisotte. Ça, c'était le 8 décembre 99. Ça fait déjà 4 mois que l'individu est mort. Personne n'avait parlé. Personne n'en parle. My God, ouais. Il y avait un blackout complet, même si Le Devoir avait publié, mi-septembre, le témoignage de Maxime Leroux sous forme de lettre ouverte. Oui. Mais à ce moment-là, ça avait passé comme un fait divers, et puis ça avait été ignoré pendant toute cette époque. Et puis, quand le journaliste François Cardinal du Devoir a révélé l'affaire dans un article qui s'intitulait « Une autre affaire Barnabé », la SPCUM a attendu 53 jours avant d'annoncer la mort d'un sans-abri qui aurait été tabassé par des policiers. Oui. Alors, c'est cet article-là de Cardinal qui a remis l'affaire. Et puis, début de 2000, on a signé un procureur au dossier. Ils ont même décidé de mener une pré-enquête. Et puis, une pré-enquête qui serait tenue à huis clos par souci de transparence. Quelle transparence? On tient une pré-enquête qui est tout à fait inhabituelle. Là. Oui. Habituellement, c'est réservé des plaintes privées. Mais on tient une pré-enquête à huis clos. Puis on a le culot de venir nous dire par souci de transparence. Et on parle ici, si on fait le résultat, aucune accusation contre les policiers. Ben, les policiers, ils ont été accusés en matière criminelle. Il y a eu un procès devant juge et jury qui s'est étiré pendant 3 mois de temps. Acquitté. Et puis au terme de l'exercice, il est acquitté par un juré. Oh my God, oui. Mais par contre, les policiers non contents, c'est-à-dire ça, c'est en 2002 pour le procès devant juge et juré, mais la déontologie policière qui a été saisie d'une plainte dès le départ de cette affaire-là, a rendu une décision en 2008 sur une affaire comme 9 ans... plus tard, oui. C'est ça, presque 10 ans plus tard. Puis cette décision-là blâmait les policiers qui avaient été exonérés en matière criminelle. Mais les blâmait... On parle de la force excessive, c'est ça? Force excessive, de ne pas avoir attaché Lisotte, de ne pas avoir informé l'infirmière aussi. Et les policiers, ils ont admis comme quoi ils ont donné des coups, là. Oui, ils ont le policier, dans son témoignage, le policier... il s'appelle Stante, Giovanni Stante, a admis, lors de son témoignage avoir frappé à au moins 2 reprises. Selon le témoin ici, il dit 5 à 6 reprises. Mais il avait le nez cassé complètement. Là. C'est ça. Y compris les vertèbres cervicales. Mais ce que je ne comprends pas, Ernest, ce type-là, il est mort, OK? Ce type-là, il est mort. OK. Alors, on écope de 25 jours sans solde. Et le problème, il est où? Pourquoi ils n'étaient pas contents, ces policiers-là? Ils n'étaient pas contents, regardez. Ils ont dit que finalement, c'est de l'avocasserie, toute cette histoire-là. Parce qu'une fois qu'ils ont été blâmés, ils ont amené cette histoire-là, ils ont sorti ça du domaine de la déontologie policière, ils l'ont emmené à la Cour du Québec. Cour du Québec, un premier juge a cassé la décision du commissaire. Ça a été amené devant par la suite. Le commissaire est allé en appel. C'est ça. Le commissaire est allé en appel. Et puis la Cour d'appel a cassé le jugement de la Cour du Québec. Oui. Et puis les policiers non contents de ça ont amené la chose devant la Cour suprême qui a refusé de l'entendre. Puis qui a demandé à la Cour du Québec de traiter le problème concernant la sanction. M. Castonguay, vous comprenez là, l'histoire un petit peu, parce qu'on parle de la mort d'un homme et de 25 jours sans solde. Hein, donc 25 jours, on ne parle pas. Oui. Alors, quelle est votre réaction d'entendre ça? Il y a une grande disproportion entre ce que ce policier-là a eu, 25 jours, et le fait d'attenter à la vie de quelqu'un. Vous savez, quand on fracture la colonne cervicale, il faut se rappeler que la colonne cervicale, c'est une couette de fils électriques qui vont au restant du corps. Puis si tu fractures là, tu fractures les nerfs qui vont au cœur, au poumon, finalement, il est mort, partout. Hein? Okay. Alors, et c'est très grave. Et pour qu'il y ait eu fracture, il faut qu'il y ait eu un whiplash, c'est-à-dire un mouvement avant-arrière de recul. Donc, les gens qui l'ont retenu, là, les coups devaient être tellement forts que même en retenant l'individu, il a fait quand même un mouvement avant-arrière. Donc, ça veut dire qu'on n'y allait pas à main morte, là. On allait vraiment très violemment sur cet individu-là. Alors, étant donné la violence, l'intensité, étant donné aussi la nature même des traumas,
25 jours, c'est risible. Et ça nous remet encore, toujours encore, dans la même perspective que quand tu es désaffilié, quand tu es un individu qui n'existe pas sur le plan politique, on peut te varger dessus, on peut te tuer. On va tout simplement ennuyer un travailleur de la sécurité publique de 25 jours de salaire, c'est tout. Tout à l'heure, on parlait de la culture d'impunité. Il est important de bien savoir que le policier en question, même s'il était accusé en matière criminelle, il n'a jamais fait une heure de prison. Mm-hmm. Il n'a jamais été arrêté. Il a pensé, alors il y a vraiment un traitement 2 poids 2 mesures. Là. Mm-hmm. OK? Oui, mais ce problème justement d'impunité, M. Castonguay, là, d'impunité, ça date pas d'hier, hein? Ça date pas d'hier et ça va continuer à être comme ça tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience sociétale profonde de l'infrastructure politique face au traitement qu'on donne aux gens en général qui ont une problématique de santé mentale. Oui, Ernest, oui. Tout à l'heure, on parlait de la nécessité de réformer le processus d'enquête. Indépendante? Quand la police enquête sur la police. Oui. J'ai sorti une statistique intéressante ici qui provient de la déontologie. C'est qu'en 2010-2011, ils ont reçu 1971 plaintes. Et de ce total, il n'y a même pas 4%. Combien ils ont retenu? 4% qui ont donné lieu à des sanctions, puis on voit qu'est-ce que seront les sanctions. C'est 25 jours pour avoir tué quelqu'un. Alors, vous pensez, selon vous, M. Ernest, la déontologie policière, elle encourage. Elle est au cœur du problème. Elle n'est pas dans la solution, elle est au cœur du problème, c'est clair. C'est tout à fait vrai. Écoutez, nos policiers, je ne parle pas de tous les policiers, il y a d'excellents policiers. Des policiers qui sont conscients de ce qu'ils font. Professionnels. Mais il y en a qui sont des ménestrels de la distribution des coups. Hein, comme un troubadour chante sa chanson. Et si je peux pas exercer un peu mes hormones pendant ma semaine, ben j'ai pas fait un bon travail. Et ces gens-là devraient être réformés au niveau de leur formation. Oui. Oui, Ernest, dans votre intervention, votre sujet toujours de M. Jean-Pierre Lizotte. Oui, Lizotte, ben c'est ça. Donc, on a eu un cafouillage énorme au niveau judiciaire là-dedans, un gaspillage de fonds éhonté. Le jugement de la Cour du Québec, par exemple, il faisait 111 pages, vous imaginez. Tout ça pour couvrir le travail des policiers qui sont fautifs. Puis comment est-ce qu'on peut les exonérer aux criminels et les accuser en matière de Exactement, ça c'est la question. On est devant une situation absurde. Oui. Et puis, pendant qu'ils ont été accusés aux criminels, ils étaient suspendus sans solde. Une fois que les accusations criminelles ont été tombées, ils ont repris. On leur a, avec tout l'arrérage. Oui. C'est vraiment là un traitement qui est scandaleux de la part de policiers qui ont carrément, il faut le dire, ils ont commis un meurtre. Là. Puis c'est pas le seul. Là. Mais Ernest, pour vous, pour eux, là, pour la police, pour le corps policier, là, une sanction, ça veut une petite tâche dans le dossier, c'est ça qu'ils veulent pas? Ils veulent éviter à tout prix, c'est ça? Ils veulent éviter à tout prix à tel point que si on regarde le nombre de plaintes qui sont reçues versus celles qui mènent à des sanctions, on voit bien que le processus est complètement biaisé et qu'il nécessairement il y a besoin d'une grande réforme en profondeur. Un peu comme il se fait en Ontario, où c'est que c'était la moitié des gens qui siègent sur le comité, c'est des citoyens, c'est pas des policiers. Oui. Et on n'en veut pas de ces réactions émotives des policiers. Quand on se remet dans le contexte, là, Lizotte est en train de se masturber, il est out of his mind, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il n'est pas là, pas présent, et il a un fort dossier où il dérange publiquement, hein, il fait des séjours en prison, il revient. Alors, on a l'impression que le policier est allé le punir parce que c'est un mauvais garçon, qui fait des mauvaises choses et qui a montré son zizi devant les dames, et on le descend. Il y a comme une sorte de la haine. Hein? Oui, puis il y a un jugement éthique là-dedans. Puis on n'est pas du tout dans le domaine de la santé mentale. On est face à des individus qui réagissent du tac au tac avec les émotions qu'ils ont au moment où ils les ont. Il faut expliquer aussi que Lizotte était profondément intoxiqué, donc ça doit influencer sur la manière dont on intervient pour les policiers. Là. On ne venge pas un coup de poing sur un homme qui a de la misère à se tenir debout parce qu'il est intoxiqué. Là. C'est ça. Oui. Vas-y. C'est tout à fait. Mon confrère le dit. Oui. Aussitôt qu'il y a une intoxication grave, l'individu n'est plus là. Pourquoi à ce moment-là utiliser une violence qui est complètement disproportionnée par rapport au danger que cet individu-là présente pour le public? Surtout, M. Lizotte, Ernest, il faut le souligner aussi, il n'y avait pas rien dans la main. Hein, il menaçait personne aussi. Il menaçait personne. Tout ce qu'il y avait dans la main, apparemment, c'était son zizi. Oui, tout à fait.
Écoutez, je pense que là-dedans, comme dans l'ensemble du dossier de violence policière, là, il faut toujours avoir des individus qui sont compétents. Un individu qui est insulté puis qui est en train de battre l'autre parce qu'il monte son zizi en public, on voit là qu'il y a toute la marge entre l'incompétence et le manque de formation pour comprendre les problématiques de santé mentale et d'intoxication. Ernest, peut-être une dernière question pour vous. À propos de la déontologie policière, tenir quand même tenir la tête face à face à ces policiers-là jusqu'à la dernière minute, est-ce que pour vous ça reflète un bon travail de la déontologie policière malgré les résultats qu'on a? C'est ce qu'on voit, c'est que la déontologie met tout en œuvre pour tenter de couvrir le travail défectueux des policiers. Et puis, il faut insister grandement, puis on le sait, nous, au Mouvement Action Justice, pour obtenir des décisions de leur part qui tiennent la route, qui sanctionnent les policiers. Parce que... Mais pour cette fois-là, pour la sanction, ils ont maintenu la sanction. À 25 jours. Oui, à 25 jours. Ils ont simplement corrigé, c'est un détail technique. Là. Il y avait donné une sanction d'1 jour et de 25 jours pour un même chef, alors ils ont corrigé le libellé, tout simplement. C'est ça la dernière décision qui est rendue là, en janvier dernier. Merci à tout le monde. Voilà, chère auditrice, chers auditeurs, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. J'aimerais bien remercier M. Pierre Castanguay de l'Endroit de Laval. J'aimerais bien aussi remercier M. Saint-Jacques de... la RAPSIM qui a participé aussi, Ernest du Mouvement Action Justice. Un grand merci à tout le monde, chers auditrices, chers auditeurs. Alors à vous, on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine et on vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir.